Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'intéresse à un acronyme qui est devenu bien plus que ça. Les BRICS, ou plutôt, devrais-je dire, les BRICS plus. Oui, tout à fait. Fini l'acronyme un peu abstrait des débuts. Là, on parle d'un groupe qui s'élargit, qui a des ambitions, disons, assez claires pour remodeler un peu l'ordre mondial. Exactement. Et pour y voir plus clair, on a pas mal de documents. Des analyses financières, géopolitiques bien sûr, mais aussi des choses très concrètes, non? Sur l'eau, la pollution, l'innovation. Oui, et aussi sur les dynamiques internes, les tensions, et puis tous les défis liés au développement durable pour ce groupe qui a beaucoup changé. L'objectif, c'est donc de décortiquer un peu tout ça. Comment ce bloc nouveau format défie l'ordre actuel? Comment ça se passe à l'intérieur, entre coopération et rivalité? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de la gouvernance mondiale, en s'appuyant vraiment sur ce qu'on a lu. Alors, allons-y. Peut-être un petit rappel rapide de l'évolution? Oui, au départ, BRIC en 2006. Brésil, Russie, Inde, Chine. Première réunion officielle en 2009. Puis l'Afrique du Sud arrive en 2010, ça devient les BRICS. Et la grosse accélération récemment. Ah oui, janvier 2024, Égypte, Éthiopie, Iran, Émirats arabes unis. On attend l'Indonésie pour 2025. Et il y a aussi, depuis octobre 2024, des pays partenaires. Comme qui, par exemple? Bélarus, Bolivie, Cuba, Kazakhstan, Malaisie, Thaïlande, Ouganda, Ouzbékistan. Et d'autres qui sont en pause, comme l'Algérie ou le Nigeria. Ça bouge beaucoup. Mais cette expansion, elle ne fait pas l'unanimité ici. L'Argentine, par exemple, a dit non finalement. Exactement. L'Argentine s'est retirée, l'Arabie saoudite, on sent une hésitation. Et même à l'époque, l'entrée de l'Afrique du Sud avait fait débat. Certains disaient qu'elle n'avait pas le poids économique. Donc cette géométrie variable, ça montre déjà que c'est pas un bloc monolithique. Pas du tout. Ça montre l'attractivité, mais aussi que chaque pays fait ses propres calculs. Mais au fond, qu'est-ce qui les rassemble? D'abord, une forme d'insatisfaction Vis-à-vis de quoi? vis-à-vis d'un ordre mondial qu'ils perçoivent comme trop occidental, trop unipolaire. Ils veulent plus de voix pour ce qu'on appelle le Sud global. Ils réclament une réforme du FMI, de la Banque mondiale, du Conseil de sécurité de l'ONU. Et j'imagine une volonté d'être moins vulnérable aux décisions prises à Washington ou à Bruxelles. Sanctions, politique monétaire américaine, c'est un point clé. Réduire cette vulnérabilité, se protéger des sanctions financières, des effets du dollar fort, des exclusions commerciales, c'est un moteur très puissant. Et la guerre en Ukraine a joué un rôle là-dedans. Oui, mais elle a sans doute renforcé ce sentiment d'urgence pour certains. Et puis, pour la Russie, les BRICS plus sont devenus une sorte de bouée de sauvetage diplomatique et économique face aux sanctions. Cette contestation, elle est particulièrement nette sur le plan financier d'après les sources. Il s'attaque à l'ordre financier dit libéral. Oui, cet ordre néolibéral qui domine depuis les années 80. Avant ça, après-guerre, on avait ce que certains appellent le libéralisme encastré de Bretton Woods, où les États contrôlaient plus les choses. Et l'Ibrix Plus, il propose quoi en face? Pas un modèle unique, mais souvent des formes de capitalisme d'État, où l'État a un rôle important, comme en Chine, en Russie, ou des modèles mixtes, comme au Brésil. C'est différent du modèle plus libéral des États-Unis ou du Royaume-Uni. Et concrètement, comment ils font pour contester cet ordre polaire? Il y a plusieurs niveaux. D'abord au niveau national, avec des politiques monétaires ou financières qui ne suivent pas toujours la norme, par exemple sur les contrôles de capitaux. D'accord. Ensuite, il y a une sorte de diffusion de leurs pratiques. Pensez aux investissements chinois à l'étranger, souvent guidés par des objectifs d'État. Il y a aussi une certaine résistance à adopter toutes les normes occidentales, comme les normes comptables IFRS en Chine ou en Inde. Et le plus visible, c'est la création de leurs propres institutions, non? La fameuse nouvelle banque de développement. Oui, la NDB. Et l'arrangement de réserve contingente, le CRA, la NDB, c'est un peu leur banque mondiale à eux pour financer des projets. Et le CRA, c'est ce fonds de 100 milliards de dollars, hein, une sorte de FMI bis. En théorie, oui, c'est un pot commun pour s'entraider en cas de crise de balance des paiements. Mais attention, Il y a un mais. oui, un gros mais pour le CRA. Pour pouvoir utiliser une grosse partie de l'argent, le pays demandeur doit d'abord avoir un programme en cours avec le FMI. Ah oui, donc ça limite quand même pas mal son autonomie. Ce n'est pas une vraie alternative au FMI dans ce cas. Disons que ça le rend surtout complémentaire pour les grosses crises. D'ailleurs, ce CRA, il n'a jamais été activé. La NDB, elle, fonctionne. Elle finance des projets, surtout dans les infrastructures, le durable. Elle semble bien gérée. Mais elle reste petite par rapport à la Banque mondiale, j'imagine. Oui, son volume de prêt est encore modeste. Donc on a des institutions qui existent, qui marquent une volonté politique, mais qui aujourd'hui ne renversent pas la table. C'est plus symbolique, complémentaire. On parle beaucoup aussi de dédollarisation. C'est quoi exactement l'idée? L'idée, c'est simple,
utiliser moins le dollar américain dans leurs échanges et plus leur propre monnaie. Pour quelle raison? Double raison. D'abord, échapper à l'influence de la politique monétaire américaine, les fameux effets de débordement. Quand la Fed bouge ses taux, ça impacte tout le monde. Et la deuxième raison? Se protéger contre l'utilisation du dollar comme arme politique via les sanctions. Si on commerce en yuan ou en roupie, on est moins exposé aux décisions américaines. Et ça marche? Ils y arrivent? Ça progresse. Le yuan chinois, par exemple, est utilisé dans quasiment la moitié du commerce de la Chine avec ses partenaires maintenant. Il y a des accords bilatéraux ou au sein d'autres groupes, comme le OCS. C'est une tendance de fond. D'accord. Donc, une volonté de changer les règles du jeu financier avec des outils qui sont encore en développement ou qui ont leurs limites. Mais si on regarde à l'intérieur du groupe maintenant, cette unité affichée, elle est réelle? Ah, c'est là que ça devient passionnant, hein. Et compliqué. L'hétérogénéité, c'est vraiment le maître mot. Économiquement, c'est le grand écart. C'est-à-dire? Vous avez la Chine, l'atelier du monde. Vous avez la Russie, le Brésil, exportateur de matières premières. L'Inde, très tournée vers les services. L'Afrique du Sud. Et puis les nouveaux membres avec leur propre profil. Et le poids économique, j'imagine que la Chine domine largement. Écrase, oui. Son PIB est bien supérieur à tous les autres réunis. Et puis, il y a d'énormes inégalités à l'intérieur de certains pays. Inde, Brésil, Afrique du Sud. Sans parler des différences démographiques entre les géants que sont l'Inde et la Chine et des pays bien plus petits. Et politiquement, c'est pas plus simple. Démocratie, régime autoritaire, théocratie en Iran. Comment on fait fonctionner un club aussi divers? Difficilement. Ça crée forcément des tensions. La plus importante, la plus structurante, c'est la relation Inde-Chine. Ah oui, les deux géants asiatiques. C'est tendu. C'est très complexe. Il y a une méfiance historique, des conflits frontaliers qui ressurgissent périodiquement. Il y a une rivalité pour le leadership en Asie et dans le Sud global. Et puis, des désaccords concrets, comme sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Inde veut un siège permanent. Et la Chine ne la soutient pas vraiment. Disons qu'elle ne pousse pas activement pour. Donc cette relation Inde-Chine, elle pèse lourd sur la cohésion du groupe. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas tous la même vision des menaces ou des priorités. Pas du tout. Pour la Russie et la Chine, l'ennemi principal, ou du moins l'obstacle, c'est l'hégémonie américaine. Pour l'Inde, c'est plutôt l'activisme de la Chine dans son voisinage qui inquiète. Et ça se traduit comment dans leur stratégie au sein des BRICS+? Les sources parlent de balancing et hedging. Oui, le balancing, c'est l'équilibrage. C'est utiliser les BRICS+, pour faire contrepoids à une autre puissance. Clairement, ce que font la Russie et la Chine vis-à-vis des États-Unis. D'accord. Mais l'Inde, elle, fait aussi de l'équilibrage, mais parfois à l'intérieur des BRICS+, justement pour contenir un peu l'influence chinoise. Ah, c'est intéressant ça. Et le hedging alors? La couverture, le hedging, c'est différent. C'est une stratégie moins frontale. Des pays comme le Brésil, l'Afrique du Sud et sans doute les nouveaux comme les Émirats, ils utilisent les BRICS plus pour se couvrir, C'est-à-dire? diversifier leurs partenariats, ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier, chercher des opportunités économiques, la dédollarisation peut les intéresser, l'accès au marché, mais sans vouloir une confrontation directe avec l'Occident. Ils jouent sur plusieurs tableaux. D'accord. Ça rend la gouvernance du groupe assez complexe, j'imagine. Avec le poids écrasant de la Chine, même si les règles de vote à la NDB sont égalitaires sur le papier. C'est un vrai risque de domination de fait par la Chine. Et il faut ajouter à ça les problèmes de gouvernance interne à certains pays membres. La corruption, la bureaucratie, l'instabilité politique, on pense à l'Éthiopie. Ça peut freiner la coopération concrète. Justement, parlons coopération concrète. L'environnement, le développement durable, c'est un sujet où ils pourraient collaborer tous deux. Ils ont des défis communs, non? Énormément. Les sources sont claires là-dessus. La pollution de l'eau, c'est un problème presque partout. Pollution industrielle en Inde, agricole en Chine qui cause l'eutrophisation, contamination aux métaux en Russie. La pollution de l'air aussi, j'imagine. L'Inde est souvent citée. Oui, l'Inde a des niveaux de particules fines très élevés. Et puis la gestion de l'eau elle-même, le stress hydrique au Brésil, en Afrique du Sud, la surexploitation des nappes en Inde, le changement climatique les touche tous. Mais est-ce qu'ils développent des solutions ensemble ou chacun de son côté? Il y a des initiatives intéressantes. Au Brésil, on parle de paiement pour services environnementaux. Payer ceux qui protègent la nature. En Inde, en Chine, ils cherchent des technologies pour traiter l'eau, parfois très pointues, comme la photocatalyse, ou plus naturelles, comme la phytorémédiation. Et la NDB, la banque des BRICS, elle finance ce genre de projet? Oui, c'est même une de ses priorités affichées. Les infrastructures durables, l'énergie propre, l'eau. Elle essaie d'intégrer des critères ESG,
environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et sur la scène internationale, lors des négociations climatiques, les BRICS+, essaient souvent de parler d'une voix plus ou moins commune. Autre domaine, l'innovation, le numérique. Là aussi, le paysage est contrasté, j'imagine. Très contrasté. Si on compare les systèmes d'innovation des membres historiques, on voit la Chine qui rattrape très vite et qui garde ses innovations chez elle. Et l'Inde? L'Inde innove beaucoup, dépose beaucoup de brevets, mais une grosse partie de ces brevets sont détenus par des entreprises étrangères ou localisées hors d'Inde. Une sorte de fuite des cerveaux technologiques. Et le temps pour que les innovations se diffusent semble plus long. Et le Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud? Ils apparaissent un peu plus en retrait sur ces indicateurs d'innovation de pointe, avec des spécialisations différentes. L'Afrique du Sud, paradoxalement, innove moins, mais garde mieux ses inventions à la maison que l'Inde. Donc oui, un groupe très hétérogène sur ce plan. Et dans le numérique au sens large, Internet, les plateformes? C'est un sujet dont ils parlent beaucoup dans leur sommet. Coopération sur les infrastructures, la cybersécurité, la gouvernance des données. Mais les réalités sont très différentes. La Chine a son propre écosystème fermé et très avancé. WeChat, Alipay. La Russie aussi a ses propres réseaux, comme VK. Exactement. Les autres sont dans des phases différentes. Et il faut noter aussi les grosses différences en matière de liberté d'Internet ou de la presse, qui est assez faible dans plusieurs pays membres, notamment les nouveaux, comme l'Iran, mais aussi la Chine ou la Russie. On voit quand même des innovations chinoises qui percent mondialement, comme TikTok ou les plateformes Shein, Temu. Est-ce que les BRICS Plus pourraient devenir un canal de diffusion pour ce genre de choses? C'est une possibilité, oui. Ça nous amène au commerce, aux investissements. Le potentiel est là sur le paquet. Des marchés immenses, des ressources naturelles considérables en Russie, au Brésil, en Afrique du Sud, la possibilité de créer des chaînes d'approvisionnement alternatives. Moins dépendant de l'Occident? Voilà. Et on voit des flux d'investissements directs étrangers importants vers la Chine, le Brésil, les Émirats. Mais là encore, il y a des obstacles. Lesquels? Toujours cette hétérogénéité économique, les tensions politiques, surtout Inde-Chine, les infrastructures qui ne sont pas toujours au niveau, et puis l'absence d'un grand accord de libre-échange entre tous les membres. Et le contexte géopolitique actuel doit compliquer les choses. Oui, les pressions occidentales sur le commerce avec la Russie ou la Chine rendent l'idée de chaînes d'approvisionnement alternatives séduisante pour les BRICS+, mais en même temps très difficile à mettre en place concrètement. Bon, si on essaie de faire une synthèse, les BRICS+, c'est clairement une force qui veut contester l'ordre mondial tel qu'il est, surtout sur le plan financier, sur les normes. Absolument. C'est une affirmation du Sud global, une volonté de peser plus lourd. Mais en même temps, c'est un groupe plein de contradictions internes. C'est ça, la tension fondamentale. D'un côté, il y a un vrai potentiel de coopération sud-sud. Finance alternative, développement durable, peut-être innovation. De l'autre, il y a les rivalités géopolitiques, les intérêts nationaux qui divergent souvent, et cette hétérogénéité immense, économique, politique, qui freine tout ça. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, est-ce qu'ils arriveront à dépasser ces divisions? Est-ce qu'ils peuvent vraiment construire une alternative cohérente, crédible? Ou est-ce que, comme le disait une analyse qu'on a lue, ça restera une sorte d'alliance de circonstances, unie surtout parce qu'ils rejettent l'hégémonie occidentale perçue, plutôt que par une vision commune, positive de ce qu'ils veulent construire ensemble. C'est un peu la chronique d'une mort annoncée, mais sans cesse reportée. Une question qui reste ouverte, et dont la réponse façonnera sans doute une partie du monde de demain. Tout à fait. L'histoire des BRICS+, est loin d'être terminée.